bonjour à toutes et à tous. Merci de nous consacrer ce temps d'échange autour de cette méthode de la communication concertée qui, comme voilà, l'a rappelé Franck dans son introduction, est une méthode qu'on a vraiment, j'allais dire, patiemment mise au point au fil de 25 ans de pratique professionnelle sur le terrain. Alors peut-être d'abord, pour ce qui concerne Epicéum, aux côtés des collectivités locales, qui a été notre premier terrain de jeu historiquement, et puis qu'on a élargi depuis une dizaine d'années maintenant aux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ces deux terrains, les collectivités et l'enseignement supérieur, ont ce point commun d'être ce qu'on appelle des écosystèmes complexes, où il y a de nombreux acteurs qui interagissent, qui partagent des objets en commun et qui s'adressent au même public avec des morceaux de compétences ou de responsabilités qui sont souvent partagés et qui demandent du coup effectivement d'avoir une approche de la communication qui soit la plus concertée possible pour rester lisible et avoir une efficacité dans l'engagement des citoyens, des habitants ou des étudiants selon les circonstances. Donc effectivement, c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est un début de transfert de conviction d'une part et puis de méthode et d'expérience d'autre part, comme on le fait toujours et on le fera surtout beaucoup plus largement dans le cadre de la formation qui suivra au mois de mai. Et on s'appuie effectivement sur le cabinet qui est notre filiale de concertation que représente Antonin ici, pour véritablement, je peux laisser Antonin en dire un mot, mettre en pratique très concrètement à travers des compétences, des postures, des savoir-faire, les possibilités d'animation de ce dispositif. Merci beaucoup Christian. Enchanté, bonjour à toutes et à tous. Donc nous, la suite dans les idées, c'est vrai qu'on est une société spécialisée en concertation, donc on conçoit et on met en œuvre des dispositifs qui permettent bien, en fait, de créer un dialogue, de créer un lien avec différents publics. Dans le cadre de nos missions, on est amené à travailler vraiment dans des contextes très, très différents, que ce soit en France ou à l'international. Et finalement, de créer un lien avec un public et de parvenir à idéer avec ce public, bah, ça demande un certain nombre de prérequis. Et finalement, nous, la suite dans les idées, c'est là-dedans vraiment qu'on est spécialisé, donc en termes d'outils, de méthodes. Et c'est un petit peu cette partie-là que moi, je vais être en charge que je vais prendre en charge en fait dans le cadre de cette formation. Merci. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment, vous l'avez compris, c'est d'être capable de se mettre au diapason, de s'entendre, de s'organiser pour qu'un écosystème d'acteurs puisse communiquer efficacement vis-à-vis de son ou de ses différents publics. Et on va voir que ça ne va pas de soi. Je pense que vous le savez tous, hein, si vous avez décidé de consacrer cette petite heure à vous intéresser à ce sujet, c'est parce que ça nécessite effectivement toute une approche, que ce soit pour les collectivités, donc historiquement, ou maintenant pour les établissements d'enseignement supérieur, dans un contexte qui est en train de changer et qui nécessite peut-être plus qu'avant, effectivement, ce type de méthode. Et c'est ce que Sébastien va nous expliciter pour commencer ce webinaire. Et pour entrer en matière sur le contexte, quelques chiffres clés pour faire des parallèles. Donc, quel est le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur entre la France et les États-Unis? Nous sommes en France à un peu plus de 3 millions et aux États-Unis un peu plus de 20 millions. Et quel est le nombre d'établissements d'enseignement supérieur dans les deux cas? Il se trouve que c'est le même. Donc, on a 4000 établissements d'enseignement supérieur en France et également aux États-Unis. Donc, ça place en termes de contexte, effectivement, la fragmentation du nombre d'établissements qui a lieu en France par rapport à celle des États-Unis. Et c'est une histoire qui vient de loin, puisqu'elle est fortement liée à l'histoire de la construction de l'État français. Donc, tout émerge effectivement avec l'arrivée des premières cités au XIIe siècle. Les villes deviennent des pôles de production, des pôles scientifiques, des pôles de commerce. Et donc, il y a un déplacement de la création du livre qui était historiquement dédié, qui était plutôt centralisé sur l'Église. Et c'est une manière pour l'État qui est en construction de reprendre effectivement la main
sur la production des idées centrée sur l'émergence des premières villes. Donc, les premières universités voient le jour avec Louis-Philippe, et jusqu'à nos jours, les évolutions n'ont cessé de se faire, puisque si on prend effectivement la généalogie des institutions de l'ESR en France, elle est fortement corrélée à l'histoire du pays et à ses fragmentations, et notamment à l'évolution des pouvoirs qui ont, par le passé, quand l'université était un peu trop forte, voulu la minimiser. Donc on voit effectivement qu'on a une histoire en dents de scie jusqu'à, par exemple, 1968 et 2007 sur les dernières lois qui ont rythmé l'histoire de l'ESR de notre pays. Tout ça pour vous dire qu'en parallèle, et pour reprendre l'exemple des États-Unis, en face, on a l'exemple effectivement de Harvard, où on a pour le coup une linéarité dans la construction et dans l'objectif de l'histoire de l'université, avec une marque qui est tout aussi séculaire, mais qui, à l'échelle internationale, pèse plus, et quand bien même cette marque, qui est très fortement puissante, est structurée avec un certain nombre de facultés en interne, mais la portée de l'appartenance à une faculté, quelle qu'elle soit une faculté de médecine, une faculté de droit ou autre, qui constitue Harvard et donc qui font son rayonnement, le sentiment d'appartenance, il est lié à Harvard et il n'est pas forcément lié à la faculté de droit, de médecine ou au collège. Donc on voit effectivement déjà les prémices d'une construction ESR qui est différente. On a un deuxième contexte sur lequel on va prendre connaissance, c'est que on a le mouvement et l'évolution du nombre de naissances en France depuis 1957. On est une tendance qui est baissière sur les 20 dernières années, ce qui a un impact très factuel pour les nouveaux entrants 18 ans plus tard dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche du pays. Le dernier plafond de naissance a été atteint en 2010. Donc les impacts pour l'ESR, ils sont très clairs. Ça veut dire qu'il y a une concurrence qui est accrue pour un vivier qui baisse, en tout cas au national. Le paysage de l'ESR qui est en pleine mutation avec des regroupements, des marques, qu'elles soient publiques, privées ou des mix des deux d'ailleurs, avec des fusions d'écoles qui sont le lot de l'histoire qui s'écrit depuis une dizaine d'années maintenant. Et on a une baisse de ressources qui est allouée à l'enseignement, que ce soit lié à des dotations sur effectifs ou que ce soit lié à des réductions budgétaires. L'impact concret pour la communication ESR, c'est la nécessité de rester visible face à une concurrence qui est de plus en plus accrue et une communication de marque ombrelle pour être plus visible au national et à l'international. Et pour l'international, ça s'explique notamment dans cette logique de classements internationaux qui, de plus en plus, pour pouvoir émerger, nécessite que la marque ombrelle porte l'ensemble des structures qui sont présentes sous son chapeau, pour faire en sorte que les rankings internationaux puissent détecter la marque en question et que vous puissiez apparaître de manière plus forte pour ces rankings qui sont de plus en plus scrutés, notamment pour les prospects, que ce soit pour les universités ou écoles. Donc, concrètement, on a des critères qui favorisent les marques puissantes et bien installées, des critères de notation, notamment pour les classements internationaux qui tendent à privilégier les établissements avec des marques fortes en raison de leur reconnaissance mondiale, mais tout simplement en raison de leur visibilité de ces rankings et de ces classements internationaux. Et du coup, ce ranking et cette capacité à être détecté par ces classements internationaux, c'est aussi votre capacité à attirer des talents, des ressources de recherche et des partenariats avec le monde économique. Du côté de la France, depuis 2007, on voit un certain nombre de mouvements qui tendent vers cette logique de regroupement avec les presses, les communes et les EPE plus récemment. Et l'idée, c'est effectivement d'être dans un écosystème en plein bouleversement, engagé dans des dynamiques de recomposition, et ce qui nécessite effectivement, dans cette recomposition, et si on fait un parallèle entre Harvard et ce qui se passe effectivement à l'échelle nationale, c'est qu'on a des marques puissantes à l'international et des mouvements qui se font au national vers ces logiques de regroupement.
En France, on a un écosystème de marques qui sont particulièrement présentes, qui se regroupent pour peser à l'international et qui doivent donc apprendre à communiquer ensemble, que ce soit dans la construction de la communication, donc savoir fédérer autour de la table les acteurs qui vont être les émetteurs de la communication, mais également les personnes qui vont être en amont, les services, que ce soit les laboratoires, que ce soit les services internes avec lesquels les écoles ou les regroupements d'écoles collaborent afin d'avoir de la matière pour pouvoir communiquer vers l'international et en faire également des relais, puisque je communique en tant que direction de la communication, mais comment aussi les services internes ou les acteurs du territoire avec lesquels j'interagis sont en capacité de faire du relais sur la marque collective. Donc voilà, tout ça s'orchestre. Et l'idée, effectivement, c'est qu'on voit un certain nombre de regroupements depuis une quinzaine d'années, voire un petit peu plus en France, avec des formes de regroupement et des architectures qui sont variées. Si on prend l'exemple, effectivement, de l'Institut Polytechnique de Paris, l'idée, c'est de pouvoir peser plus sur l'international et d'attirer des talents plus conséquents. Si on prend l'exemple du campus Condorcet, Christian. Oui, ce qui est intéressant dans cette planche, c'est de voir qu'il y a vraiment des types de regroupements de marques qui sont très différents. Et le campus Condorcet est une sorte d'ovni, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, c'est au fond à la fois simplement un campus, comme son nom l'indique, c'est-à-dire un lieu où on a regroupé 11 partenaires très différents, plusieurs universités, des morceaux de PSL, de différentes universités, mais aussi l'école des chartes, des bouts du CNRS, etc. Donc, tout ça en sciences humaines et sociales. Mais c'est plus que simplement un lieu, c'est plus qu'un syndicat de copropriétaires, si je peux m'exprimer ainsi, c'est aussi un lieu qui a vocation à faire rayonner les sciences humaines et sociales au niveau national et international. Et donc, on voit bien que l'enjeu de cohabitation des marques est différent, par exemple, du cas de Polytechnique que vient d'évoquer Sébastien, ou même des EPE comme PSL ou l'Université de Rennes, où on est dans des logiques différentes. Et on voit d'ailleurs que certains établissements se retrouvent sous différentes marques ombrelles pour des raisons qui sont différentes. Et donc, ça pose la question, effectivement, du statut et de la cohabitation de ces différentes marques. Si on fait un zoom effectivement sur PSL, Campus Condorcet, on voit qu'il y a une intrication de regroupements qui appartiennent à plusieurs regroupements, puisque effectivement on voit que PSL appartient au Campus Condorcet. Donc c'est comment... Non, c'est l'école pratique des hautes études. On voit également PSL. Ouais. Okay. Et on voit effectivement qu'on a, dans des écosystèmes complexes, une logique de branding à faire ressortir, mais également comment en interne on se coordonne pour pouvoir construire cette communication concertée. Alors, justement, la communication concertée, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Là, on a posé le contexte sous cet angle assez structurant, éminemment stratégique, hein, d'un contexte international de concurrence accrue, de regroupement, qui nécessite véritablement d'arriver à avoir ces stratégies de marque concertées. Mais au fond, on va voir que c'est beaucoup plus large que ça. Les terrains d'application sont beaucoup plus divers que seulement la marque, même si ces questions de marque sont peut-être premières et plus stratégiques que les autres. Alors, pour en parler un peu plus concrètement, la communication concertée, c'est d'abord une posture. J'insiste toujours sur ce point, parce que ça n'existe pas, j'allais dire, naturellement. S'il n'y a pas, à un moment donné, dans le jeu d'acteurs, quelqu'un ou plusieurs qui vont se dire il faut qu'on s'organise pour mieux communiquer ensemble, pour être plus efficace, pour éventuellement mutualiser nos moyens, ben, ça ne se produira pas. Et donc, on aura effectivement des communications au mieux parallèles, au pire et souvent concurrentes ou divergentes ou dissonantes. Et on va produire un résultat contraire à celui que l'on cherche à obtenir, c'est-à-dire une adhésion des publics, une bonne compréhension des messages. Donc si on n'a pas cette posture volontariste de se dire on se met autour de la table, on regarde ce que chacun de nous fait et comment est-ce qu'on peut le faire mieux et ensemble, on n'aura pas de communication concertée, on aura des communications parallèles ou concurrentes.
Et donc, une fois qu'on a cette approche posturale, hein, c'est un peu comme voilà, s'asseoir avec le dos droit à sa chaise, sur sa chaise. Enfin, c'est vraiment, il faut conscientiser la posture. Ensuite, il faut avoir les méthodes. Parce que là encore, une fois qu'on est autour de la table, on peut discuter 1 heure, 2 heures, et puis on repart. Et les choses, on le sait bien, reviennent très vite comme avant. Et donc pour ça, il faut véritablement se fixer des objectifs, des étapes, des jalons, et avoir donc une méthodologie, comme dans tout projet, qui nous permet de s'assurer qu'il y a un progrès. Et au service de cette méthodologie, il y a différents outils. Alors là, on a beaucoup vu dans notre introduction la notion de marque ombrelle ou de comarquage, donc ça fait partie des outils. Hein, le fait de partager une marque, voilà, l'outil et la charte graphique et tous les systèmes de déclinaison, ça fait partie des outils, mais il y en a beaucoup d'autres. Les cartographies de parties prenantes, comment dire, les boîtes, comment dire, les boîtes à outils, pour être très très concret, où on va avoir des ressources dans lesquelles on peut puiser, partager, typiquement une banque d'images sur laquelle voilà, on se donne les moyens de représenter une vision de nos établissements, de nos offres, ça peut en faire partie. Il y a également une gouvernance, c'est-à-dire qui décide, de quelle manière, sur quel sujet, de façon à ce qu'on s'assure que cette démarche qui va être donc conscientisée, outillée, avec des étapes, elle puisse fonctionner durablement et dans le respect des entités de chacun de ceux qui vont y participer. Et puis, surtout, elle vise à obtenir des bénéfices, parce que ce n'est pas juste une fin en soi. Alors, ces bénéfices, quels sont-ils? Alors, il y a d'abord l'idée de pouvoir mobiliser efficacement les différents membres de votre équipe, mais ça peut être aussi vos mandants, ça peut être vos partenaires. Comme je le disais, la communication concertée, ce n'est pas uniquement une histoire de grands stratèges pour des marques qui vont viser les classements internationaux. Ça peut être tout simplement sortir une plaquette commune à plusieurs écoles sur une offre bien précise. Ça peut être mobiliser des réseaux de communicants au sein d'une université, sachant qu'ils sont logés pour certains à la direction de la com, pour d'autres dans les facultés, pour d'autres encore dans les labos ou dans les projets. Et donc, toute cette difficulté à travailler ensemble, elle commence par une capacité de mobilisation, de s'adresser dans un cadre géré, dynamique, intéressant, où on va gagner du temps et trouver du plaisir à avancer ensemble. Autre bénéfice, c'est assurer une visibilité optimale à vos actions. Encore une fois, ça peut être la grande marque chapeau qui tire tout vers le haut, mais ça peut être tout simplement l'organisation d'un grand événement universitaire ou de l'ESR en général. Ça peut être, comment dire, une communication sur les admissions des étudiants à une échelle d'un groupe de plusieurs écoles. Ça peut être différents sujets, mais qu'on arrivera effectivement mieux dès lors qu'on le fait ensemble. Ça peut être aussi créer une stratégie de communication unifiée, mais qui respecte et qui valorise la diversité de l'écosystème. C'est toute la difficulté en France. Sébastien l'a bien montré en rappelant que si on avait 4000 établissements d'enseignement supérieur pour un petit nombre rapporté au même nombre d'établissements aux États-Unis, donc un petit nombre d'étudiants, c'est bien parce qu'on a beaucoup de pépites. Hein, on a cité Polytechnique, il y a évidemment plein d'écoles extrêmement connues et pointues en France, qui sont très connues en France, un peu moins à l'international. Et l'idée, c'est d'arriver à conjuguer l'image de ces pépites avec des nouvelles marques plus larges et qui ont vocation à rayonner plus loin. Et puis enfin, c'est construire et entretenir des marques partagées fortes et cohérentes. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas les imposer, ces marques. C'est difficile en tout cas. Ces marques ne seront fortes que parce qu'elles sont
coporter, avec une envie de les coporter et de les propager. Donc c'est vrai que c'est important que ces stratégies de marque ou ces stratégies de communication concertée se fassent dans la co-construction, dans la progression, dans l'adhésion et dans la mutualisation de moyens. Et finalement, c'est tout ça que permet de faire la communication concertée. Alors peut-être quelques exemples pour terminer. Alors c'est 2 ou 3 exemples qu'on reprendra en détail dans la formation du mois de mai, et on peut là, dans les minutes qui nous restent, partir aussi ou vous entendre sur vos cas d'usage. Là, j'ai remis le cas de l'Université de Rennes qu'on a accompagné il y a 2 ans, donc au moment de la création de l'EPE, de l'établissement public expérimental. Donc là, on était sur le regroupement de 5 partenaires autour de l'Université de Rennes 1 à l'époque, donc l'école des hautes études en santé publique, l'école de chimie, l'ENS, l'INSA, Sciences Po, donc des marques fortes. Et là, l'objectif, ça a été justement de créer une nouvelle marque que vous voyez s'afficher à gauche, le nouveau logo auquel on a abouti. Alors, c'est pas tant de créer un logo qui est le cœur du sujet, que d'arriver à mettre derrière cette marque un projet, une force, une lisibilité, une capacité à embarquer assez largement. Et je dois avouer que la méthode de communication concertée qu'on a déployée, qui a été déployée tant à l'échelle de la gouvernance avec les présidents et directeurs de tous ces partenaires, qu'au niveau finalement des différentes entités assez nombreuses qu'on retrouvait notamment au sein de l'Université de Rennes 1, qu'au niveau des communicants, dont certains directeurs de la communication avec des moyens importants et d'autres de simples chargés de com qui avaient autre chose à faire dans leur journée. C'est vraiment cette mécanique progressive qui a permis d'aboutir en un temps record à non seulement une marque à laquelle tout le monde a adhéré, mais une dynamique qui est extrêmement puissante, qui embarque aujourd'hui tout le monde. Je voyais là sur le site de l'Université de Rennes ce matin qu'on parlait en ce moment d'un projet d'une université en transition sur voilà, l'enjeu commun d'avoir de pouvoir habiter un monde juste, sûr, durable et désirable. On est vraiment sur ces grandes ambitions sociétales que l'enseignement supérieur aujourd'hui est légitime à incarner, peut-être plus qu'avant. En tout cas, il y a cette nécessité-là, et ces grandes stratégies le permettent, parce qu'encore une fois, il y a ce travail de fond qui permet de créer de l'adhésion. Christian, peut-être pour compléter un petit peu sur l'Université de Rennes, parce que je pense que c'est assez intéressant, nous, la suite dans les idées. Donc, en fait, on pense que la concertation, le dialogue, c'est un véritable levier, un vecteur de transformation des projets urbains, bien sûr, puisque nous, on travaille beaucoup sur le projet urbain, mais aussi plus largement des organisations. Et là, c'en est un exemple très concret, l'Université de Rennes, qui a une tradition un peu de la concertation avec ses publics internes, puisque ça a commencé en 2017 avec le projet UNIR. Il y a eu Rennes Campus 2030 aussi, qui était une autre démarche de concertation. Il y a eu le schéma directeur de la vie étudiante en 2023-2024. Là encore, voilà, démarche de concertation avec des publics internes pour finalement aboutir à cette convention de l'université en transition que tu évoques, qui est en fait calquée sur le modèle des conventions citoyennes qui se font comme la convention sur la fin de vie, la convention sur le climat, voilà, donc qui répondent aussi à ces mécaniques de participation citoyenne qui sont la spécialité des entreprises de concertation comme la mienne. Donc c'est intéressant un peu de voir tous ces croisements. Absolument. Sur l'INSA, le sujet, effectivement, c'était de faire travailler ensemble les 13 écoles à co-construire le plan de communication admission, donc sur la base d'un état des lieux qui nous a été demandé, état des lieux de leur communication vis-à-vis des salons, vis-à-vis des prospects, et également comment se coordonner l'ensemble des acteurs en interne, faire en sorte que sur la base de ce diagnostic sur une durée de une mission qui a été faite sur une durée de 6 mois, sur la base de ce diagnostic, pouvoir les faire travailler sur 2 temps d'atelier, un premier temps avec 3 axes qui nous apparaissaient clés à la suite de ce diagnostic. Donc,
la posture servicielle, donc mettre le prospect au centre du processus et pas le processus sur lequel le prospect s'adapterait. La question de l'image, c'est-à-dire comment effectivement véhiculer la même image partout sur les mêmes salons, sur les plaquettes, sur les sites, pour que l'expérience utilisateur et donc l'expérience candidat soit la même un peu partout. Quand on a 7 écoles qui portent le nom INSA et 6 écoles qui sont partenaires, donc comment ça rejaillit aussi en interne en termes d'organisation et effectivement la partie organisation qui était clé. Et tout ça a abouti à un plan de communication sur la thématique des admissions avec un rétroplanning à 18 mois, puisque bien évidemment, les changements s'opèrent dans la durée. S'agissant d'HEC, l'idée était d'accompagner l'association des anciens, des alumni, à mobiliser l'ensemble de son écosystème interne pour que la campagne d'adhésion annuelle puisse être diffusée et relayée de manière la plus large possible. Donc, à la fois travailler, bien entendu, avec la direction de la communication de l'école, mais également la fondation, et que les 3 acteurs, et en lien aussi avec les associations étudiantes, puissent à la fois co-construire la communication autour de cette campagne d'adhésion et en même temps s'en saisir au moment des relais, une fois que la campagne construite, cette fois-ci dans la production avec l'association des anciens, puisse être déployée de manière la plus optimale possible sur l'ensemble des canaux. Donc là, on est vraiment sur la marque, les admissions et l'alumni, mais on a aussi, c'était vraiment l'idée de vous donner quelques exemples, mais on a aussi d'autres acteurs, type acteurs territoriaux. J'ai en tête Saint-Quentin en Yvelines qui nous a sollicité il y a à l'automne dernier, puisqu'il voulait lancer une marque d'enseignement supérieur et de recherche pour le territoire à des fins d'attractivité de nouveaux établissements sur leur territoire et en même temps pouvoir ici accompagner par leur propre communication la mise en avant des établissements déjà présents sur le territoire. Donc ça aussi, ça rentre dans une logique de communication concertée entre les acteurs de l'ESR et les acteurs du territoire qui travaillent main dans la main. Mais pour qu'ils puissent travailler main dans la main, c'est comment fluidifier ce relationnel et les actions de communication pensées en amont et déployées par la suite. Voilà, on a 2-3 diapos pour présenter le contenu de la formation, mais peut-être qu'on peut avoir un temps d'échange avant ça, comme tu veux, Franck, soit on termine, soit on garde ça pour la fin. Oui, on peut. Bon, non, tu peux montrer effectivement. Je pense que c'est le lien direct avec les questions, mais montrer le contenu de la formation, ça me semble le bon moment. D'accord. Alors, donc, cette formation, elle est construite sur un parti pris très fort et très structurant. C'est que on a voulu y mettre 3 types d'apports vraiment complémentaires. Donc, une réflexion vraiment stratégique qui est le développement de tout ce qu'on vient de se dire là en une petite demi-heure, où on va évidemment beaucoup plus loin, mais qui permet de vraiment comprendre en quoi la communication concertée est une réponse stratégique à des questions stratégiques. Tout ça appuyé sur toute une partie méthodologique très, très concrète. Alors là, les outils, là, on n'a fait que les évoquer très vite, mais là, on vous les montre, on les détaille, on regarde à quelles étapes on les mobilise et comment, concrètement, on les met en œuvre. Donc voilà, il y a les 2 phases vraiment stratégiques et puis opérationnelles. Et puis, le 3e type d'apport, et Antonin le disait en introduction, c'est vraiment des temps importants de mise en situation. Et je vais laisser Antonin développer ça, mais pour vous dire pourquoi on a renforcé cette partie-là, c'est qu'on a déjà fait cette formation l'année dernière avec l'ARCES, qui a été globalement extrêmement appréciée. Il y avait juste ce regret, parce qu'elle était sur une journée, de ne pas avoir passé plus de temps à ces mises en situation où véritablement on s'entraîne, on se lance, on est jugé par ses pairs, entre guillemets, on progresse. Et du coup, on a décidé de faire cette formation en commun accord avec l'ARCES, non pas sur 1 jour, mais sur 2 jours. Et du coup, avec, comme vous le voyez sur le premier jour, donc des approches, une approche très stratégie, méthodologie, mais déjà entrecoupée de 2 temps. Je vais te redonner la parole tout de suite, Antonin, sur des prises de parole pour réussir l'animation d'un tel dispositif. Je montre la globalité, puis on revient dans le détail juste après. Et donc, sur le 2e jour,
Là, on est vraiment sur des études de cas extrêmement détaillées. On vous en a montré 3 à toute vitesse, mais là, on rentrera dans le détail à travers donc, le cas de l'Université de Rennes, mais aussi les 2-3 autres que Sébastien a évoqués. Et on consacrera un peu plus d'une demi-journée à un vrai exercice de persona et de mise en situation. Mais Antonin, je te laisse rentrer peut-être dans le détail de ces exercices. Oui, alors, c'est des exercices qui sont différents mais corrélés. Donc l'exercice, le premier jour, c'est vraiment de se familiariser avec le pitch, la prise de parole en public. Bon, vous avez globalement toutes et tous déjà des bonnes bases, mais là, l'idée, c'est d'aller encore un petit peu plus loin. Et donc, dans l'exercice du premier jour, on est presque dans un coaching. Et puis, nous, ce qu'on aime bien faire chez La Suite dans les idées, c'est toujours une petite approche un peu gaming, gamification. Donc, en fait, l'idée, ça va être aussi durant lorsque vous allez pitcher votre démarche de communication concertée, les autres personnes présentes autour de la table auront aussi un petit rôle à jouer pour aussi essayer de vous déstabiliser, vous poser des questions. Donc, c'est vraiment un exercice pratique pour aussi stimuler chez vous cette capacité de réponse, de ne pas se faire déstabiliser. Ça, c'est le premier jour. Et le deuxième jour, là, on va aller un petit peu plus loin puisque dans le temps 3, on va carrément vous demander de partir de vos expériences précises pour créer des personas. Donc, des personas, c'est un peu des publics types que vous souhaiteriez associer dans le cadre d'une démarche que vous souhaiteriez mener. Donc, on part vraiment de vos exemples. Et à partir de ces exemples, ensuite, on crée une mise en situation, un petit peu dans le même format que le jour précédent, sauf que là, c'est des plus petits groupes et que chacun va jouer un rôle un peu à tour de rôle. Donc ça va vous permettre aussi de challenger aussi un petit peu vos projets, vos idées avec les autres participants, avec comment dire, ces méthodes un petit peu légères et décalées qu'on utilise nous beaucoup en participation citoyenne, qui permettent de faire ce petit pas de côté, d'avoir cette petite prise de recul et qui sont généralement assez utiles et appréciées. Voilà, donc ça se passe chez nous, dans nos bureaux à Montreuil, à 2 pas du périph'. Donc c'est le métro Saint-Mandé ou Robespierre, c'est facile d'accès. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse se terminer peut-être en vous entendant aussi sur ce que vous attendez de cette formation, ou plus généralement ce que cette présentation, ce webinaire vous a fait susciter comme réflexion. Merci Christian, Sébastien, Antonin. Oui, effectivement, je le redis parce que la formation a eu lieu effectivement l'an dernier. Ça a été un très gros succès et on est vraiment ravis de l'avoir renforcée cette année au vu peut-être aussi de l'expérience de cette première formation. Elle a vraiment été construite avec nous, avec un angle ESR renforcé. Ça, c'est important pour nos formations. Merci donc à vous. On va passer aux questions si vous le voulez bien avec une petite session de 15 minutes. Je vous rappelle voilà, vous levez la main avec l'outil levez la main qui se trouve en bas de l'écran Zoom. N'oubliez pas d'ouvrir vos micros pour poser vos questions. Question courte, s'il vous plaît, afin de laisser la parole au plus grand nombre. Et vous pouvez également poser vos questions sur le chat. Je suis entouré de Emmanuel Almandra et Nathalie Belvisio, notre déléguée générale, qui liront vos questions au fur et à mesure. Alors. C'est toujours la première question qui est la plus compliquée à poser. Donc, moi, pendant que j'écoutais Christian, Sébastien et Antonin, alors c'est vrai qu'on a parlé méthodologie, mise en pratique, etc. Et c'est vrai que m'est venu en tête le fait que oui, il y avait le lancement de projet qui était important, où il fallait bien pitcher, etc. Mais après, je vois bien que dans nos quotidiens, souvent, la difficulté vient aussi du suivi. Parce que même si au départ on arrive à convaincre tout le monde, comment fait-on? Et est-ce que dans cette méthodologie, il y a quelque chose qui va nous permettre de suivre le projet pour voir si tout le monde reste bien engagé, en fait? Oui, alors je plus sois, comme on dit, c'est absolument central. C'est pour ça que tout à l'heure, dans les grands jalons, j'insistais sur la notion d'avoir comment dire, des étapes, une gouvernance et de travailler en même temps tous les niveaux. C'est-à-dire que si on ne fait qu'avec les grands décideurs, ça ne descendra pas sur le terrain. Si on ne fait qu'avec le terrain, à un moment donné, ça ne sera pas validé ou compris ou relayé par les décideurs. Donc c'est vrai que c'est important que quand on se lance dans une démarche de communication concertée, non seulement il y a la posture de celui qui va la proposer, mais il va la proposer avec
un objectif final et toutes les étapes qui permettent d'atteindre cet objectif. Et on s'engage, on s'embarque et on s'engage sur le tout. On ne s'engage pas seulement sur la première réunion et sur le pitch, parce qu'effectivement, le risque de soufflement à ce moment-là est trop grand, mais il faut que l'ensemble des parties prenantes s'engagent bien sur le calendrier général qui permet d'aboutir à un résultat concret. C'est pour ça que la notion de bénéfice, il ne faut pas qu'elle soit juste induite, il faut qu'elle soit posée d'emblée comme l'objectif à atteindre et qu'on pourra évaluer. Et c'est ça qui va faire que les gens qu'on va vouloir embarquer le feront. Ils ne vont pas le faire juste parce qu'on va leur dire c'est sympa, vous allez voir, on sera quand même beaucoup plus intelligent à plusieurs que tout seul. Tout ça est vrai, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait un objectif et que les conditions d'atteinte de cet objectif soient posées dès le départ. Et donc, ça nécessite d'avoir mis plusieurs rendez-vous qui auront chacun, qui vont chacun acter un effet cliquet qui permet d'avancer sur la suite du processus. C'est au fond des méthodologies de projet assez classiques, entre guillemets, mais qui sont nécessaires, tout aussi nécessaires, dans une démarche de communication concertée où on s'engage vraiment sur un résultat et pas seulement sur une démarche. Ok, merci Christian. Question dans l'assistance. Alors, je vais en poser une aussi, moi, Emmanuel. Du coup, à travers les exemples que vous avez présentés, on comprend ça qu'il y a une logique de projet, un début, une nouvelle marque, un nouveau regroupement. Est-ce qu'on peut lancer ce type de démarche, même si on n'a pas de projet spécifique? Est-ce qu'on peut se dire, là, ça me parle, cette méthode, je pense que ça apporterait à ma structure et j'y vais. J'imagine que c'est possible aussi, il n'y a pas besoin d'avoir une occasion forte en particulier. Alors, c'est théoriquement possible parce que c'est entre guillemets une bonne hygiène de travail, mais pratiquement, je serais plutôt réservé pour les raisons que j'évoquais juste avant en répondant à Nathalie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des objectifs concrets qui vont servir un peu de carotte, c'est-à-dire oui, c'est vers ça qu'on veut aller, et on va pouvoir évaluer à l'arrivée si effectivement on a effectivement une marque que tout le monde reprend, si notre campagne elle est plus vue et qu'elle génère plus d'adhésion ou plus de candidatures ou plus je ne sais quoi. Bon, tout ça, c'est des éléments concrets qui vont permettre qu'on va y consacrer le temps et l'énergie, parce que c'est quand même ça qu'on va demander. Ce n'est pas forcément de l'argent, même on va peut-être en économiser à l'arrivée, mais en revanche, on va demander du temps et de l'énergie. Et vous savez tous à quel point cette ressource se fait rare. Et donc, il faut vraiment, si on veut l'obtenir durablement, parce qu'un processus de communication concertée, ce n'est pas 15 jours, ce n'est pas 3 mois, c'est souvent durable. Et donc, si on veut que le système ne s'essouffle pas, mieux vaut avoir effectivement des objectifs concrets, quitte à ce qu'on en remette d'autres régulièrement pour entretenir la dynamique, que de partir simplement sur l'idée qu'on va se réunir régulièrement pour mieux travailler ensemble. C'est bien, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour que ça s'inscrive dans la durée. Okay. Merci. Merci à vous. Je ne crois pas avoir d'autres questions, sauf erreur, dans l'assistance. Nathalie, Emmanuel, non? Est-ce que vous voyez des questions? Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Parce que tout le monde a faim, en fait. Déjeuner. Donc, notre webinaire touche à sa fin. Je remercie à nouveau Christian, Sébastien et Antonin pour leur intervention. Avant de vous laisser retourner à vos missions, je vous rappelle juste que si vous souhaitez approfondir la question de la communication concertée, vous êtes invité à consulter le catalogue de l'ARCES pour les formations sur arces.com, rubrique événements à venir. Nous proposons donc une formation de 2 jours à Paris les 14 et 15 mai dédiée à ce sujet. Mais l'actualité de l'ARCES, ça n'est pas que ça, c'est aussi une programmation variée d'événements gratuits pour nos membres. Il y a 2 dates à retenir. Le prochain ARCES Break Afterworks qui a lieu mercredi 3 avril. Alors c'est plus pour les franciliens puisque ça se passe au Prélude Bar à Paris. C'est sympa, les ARCES Break Afterworks. Je ne peux que vous inciter à y venir tous et nombreuses et nombreuses. C'est un moment convivial autour d'un verre avec un expert. Cette fois-ci, nous accueillons Denis Costa de l'agence Naga pour une introduction au social listening.
ou comment mieux comprendre ce qui se dit sur votre établissement en ligne. Alors, 30 ou 40 minutes d'intervention, d'échange sur la technique. Et c'est sympa, c'est gratuit. Et en plus, le verre est offert. Donc, venez nombreuses et nombreux encore une fois. Et puis, l'Arces Break webinaire, cette fois-ci, le vendredi 25 avril, de 13h à 13h45. Un autre webinaire en ligne. Là, on s'intéressera à la fête des personnels. Donc, je pense que c'est un sujet qui intéresse aussi tout le monde. Les fêtes du personnel qui prennent une place croissante dans les agendas internes. Quels objectifs, quel format, quelle organisation? Il y a 3 expertes qui partageront leur expérience et répondront à vos questions. Sophie Martin et Laurent Munier de l'Université de Nantes, Anne-Claire Jacquet de l'ESCA et Anne Pradillon de l'Université Grenoble-Alpes. Et puis bien sûr, une actualité aussi sur la grande journée de l'ARCES, puisque les inscriptions sont ouvertes pour nous retrouver tous ensemble le 19 juin prochain à l'Université Paris-Dauphine, PSL, puisque cette année, la grande journée, vous le savez, une année sur 2 est à Paris. Cette année, donc c'est à Paris, à Dauphine. Sur ce, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée. À très bientôt pour un prochain webinaire ou une rencontre à l'ARCES. À bientôt!